d'être avec vous aujourd'hui, hein. C'est notre deuxième jour de conférence Grand Circuit pour parler d'un sujet optimisation du mix énergétique. Il y a marqué PV, hein, encore un acronyme, on ne peut pas s'empêcher. Ça nous fait gagner quelques lettres. PV, réseau de chaleur, schéma directeur, entre autres. Bon, on va aborder pas mal de sujets. Bien entendu, on va parler de décret, pas de décret, de bâtiments tertiaires aujourd'hui. Ça va être la thématique. Ce que je voulais vous dire, voilà, et on va pouvoir rentrer, avant de rentrer dans le vif du sujet, puis faire un tour de table de présentation. Moi, j'avais retenu un chiffre clé que j'avais sorti de plan pluriannuel de l'énergie, c'est qu'on va augmenter de 55% la production d'électricité bas carbone. Ça, c'est un objectif qu'on a. Et donc, vous voyez à quel point les trajectoires sur lesquelles il faut qu'on soit, et ça va être le sujet d'aujourd'hui, du mix énergétique pour décarboner les sources d'énergie. On va faire un petit tour de table de présentation avec Denis Carme qui va arriver en cours de route pour nous rejoindre. Vous avez tous ces micros, alors je vous laisse attraper vos micros là pour allez, commencer en bout de. Vous pouvez commencer. Qui est-ce qui veut? C'est Voilà. moi. Voilà. Bonjour. Eugène Darrocha, je représente Atlantic System. Nous sommes fabricants de solutions pour le confort thermique des bâtiments et la production d'eau chaude sanitaire, quel que soit le bâtiment, donc tertiaire, logement. J'ai le plaisir d'accompagner les maîtrises d'ouvrage publics et privés, ainsi que les entreprises générales sur qu'est-ce que c'est faire de l'éco-performance aujourd'hui, c'est-à-dire le bas carbone, la basse consommation. Voilà, merci Eugenio. Alexandre. Bonjour à tous, Alexandre Foucaran, ingénieur en efficacité énergétique chez GRDF. J'accompagne les bureaux d'études et les maîtrises d'ouvrage en Île-de-France qui souhaitent installer des solutions gaz ou hybrides. Grégory. Bonjour et merci pour cette invitation. Donc, moi-même, je suis vice-président de la FEDEN au niveau Île-de-France. Donc, la FEDEN, c'est l'organisme professionnel qui représente les entreprises dans le secteur de l'environnement et de l'énergie. Alors, quand on parle d'énergie, c'est efficacité énergétique, le secteur du bâtiment et aussi, on va en parler, je crois, aujourd'hui, la production de chaleur pour les réseaux de chaleur urbains, les réseaux de froid urbains aussi à partir d'énergie renouvelable et d'énergie de récupération. Donc ça concerne les villes, ça concerne les secteurs tertiaires, les logements et aussi les industries. Donc 50 000 personnes représentent nos entreprises, des grandes, des petites, 1500 en tout, et organisées autour de 6 syndicats. Et voilà, et très heureux d'être ici en votre compagnie. Bonjour à tous, merci pour l'invitation. Donc, Grégoire Faucane, moi je suis directeur général adjoint au CIPEREC en charge du développement et de la prospective. On est un syndicat intercommunal qui accompagnons les collectivités depuis maintenant 100 ans dans tout ce qui est transition énergétique. Donc il y a 100 ans, c'était juste l'électrification. Aujourd'hui, on est passé sur un autre créneau. On accompagne les collectivités sur déploiement des toitures photovoltaïques. Et aussi, et aujourd'hui, c'est ce qui va nous intéresser, notamment la géothermie, donc avec le déploiement de réseaux de chaleur de grande envergure à base de géothermie profonde. Merci Frédéric. Bonjour, merci également pour l'invitation. Frédéric Courreau, je représente Enedis, donc le distributeur d'électricité sur 95% du territoire et très engagé à travers notre réseau, enfin le réseau qu'on exploite plutôt dans la transition écologique et énergétique. Madeleine Neuve-Église, donc Institut Paris Région, au département énergie-climat. J'accompagne les collectivités et les porteurs de projets dans leur démarche environnementale. Voilà, merci pour, oui, on est nombreux pour ce tour de table de présentation. Alors Madeleine, pour commencer, on avait dit en préparant cette conférence qu'il y avait effectivement les sujets de carbone, de décarbonation, mais pas que. Il faut considérer le bâtiment dans son ensemble et puis il y a des enjeux environnementaux. On voit qu'aujourd'hui, on est en limite sur les ressources, sur plein de sujets. Et donc, il faut tenir compte de l'environnement. Tout à fait. D'abord, je voulais resituer le mix énergétique dans la décarbonation, dans la feuille de route de la décarbonation du bâtiment, puisque le recours aux énergies renouvelables est un des maillons.
et rappeler que c'est l'ensemble qui doit être mis en œuvre de façon concomitante. Donc, notamment, pour citer quelques-unes, les mesures sur les produits de construction et les bâtiments neufs ou existants et qui incluent la sobriété foncière et constructive, par exemple, et les consommations d'énergie liées aux usages, la réduction s'appuyant sur la sobriété et l'efficacité énergétique. Enfin, on voulait faire référence aussi à la nécessité d'accélérer le recours aux énergies renouvelables avec l'explosion des usages, notamment électriques. On en parlait à l'instant avec les véhicules électriques, notamment. Et puis, rappeler que le mix énergétique, c'est vraiment combiner l'ensemble des ressources renouvelables ou de récupération, de les organiser et toutes ces énergies décarbonées. Ensuite, semblait important, effectivement, c'est les autres paramètres dont l'épuisement des ressources et l'érosion de la biodiversité. Et donc, l'impact environnemental nécessite de réfléchir et d'analyser les choix notamment et les opportunités par rapport à une pensée cycle de vie et à l'analyse du cycle de vie, qui, elle, est une analyse multicritère. Enfin, c'est important de rappeler aussi que le recours aux énergies renouvelables s'adresse à toutes les échelles, puisque là, il y a toutes les typologies de bâtiments d'ailleurs, et que ça va du territoire au bâtiment, et que tous les maillons sont importants, et qu'il y a aussi de nombreuses questions qui se posent autour de ça à chaque fois, sur, par exemple, le recours à une production décentralisée ou centralisée, et jusqu'où on va dans l'autonomie du bâtiment. Voilà, merci Madeleine pour cette introduction, pour ouvrir et élargir un peu le sujet. On peut laisser ouvert le micro. Frédéric, pour Enedis, on avait dit quels sont les enjeux pour Enedis et notamment vis-à-vis des projections pour RTE pour les 10 prochaines années. On voit l'augmentation des consommations, des besoins électriques. Oui, alors je vais raconter une petite histoire brièvement, et je ne vais pas remonter très loin, mais pour faire simple et un petit peu caricatural, entre 2010 et 2020, en France, on a oublié, alors les Français, c'est une chose, hein, l'électromagique, hein, l'électricité, ça fonctionnait, il y en avait toujours, mais ceux qui nous gouvernent ont oublié qu'on était sur une industrie de temps long qui nécessitait une planification. Donc il y a eu des moyens de production qui ont été fermés sans trop se soucier, sans avoir de vision. Et ça, on l'a payé à l'hiver 22-23, puisqu'on s'est rendu compte qu'on allait probablement manquer d'électricité, ce qui n'a pas été le cas. Donc on est revenu aujourd'hui à une prise de conscience qu'il faut planifier avec un enjeu majeur qui est partagé, j'espère, par tous, qui est la décarbonation. Comment sortir des énergies fossiles? Et c'est là qu'intervient donc des scénarios qui ont été élaborés. Alors, Enedis a également fait des scénarios, mais les plus connus, et ils sont très bons, dans la manière dont ils ont été établis, c'est RTE qui a établi, vous citiez Xavier, les 55%, donc un certain nombre de scénarios qui, pour faire simple, la consommation d'énergie en France, elle doit baisser, et à l'intérieur de cette consommation énergétique, la consommation d'électricité doit augmenter. Donc ça, comment on le fait de manière décarbonée? Et ce qu'a annoncé notre président dans un discours, et ce qui sera probablement formalisé dans la prochaine PPE, Programmation pluriannuelle de l'énergie, c'est, voilà, par rapport à un scénario de référence, un de ceux qui a été défini par RTE, l'objectif en 2050, c'est 50% de nucléaire, 50% de renouvelables. Et là, c'est assez simple, hein, je vous le fais de manière caricaturale aussi. On sait que les centrales vont probablement être prolongées en termes de durée de vie. Il y a un programme de construction de nouveaux EPR. Et ben, ce qui manque, ça doit être de l'ENR. Et lorsqu'on divise par le nombre d'années, on sait, et donc là j'en viens à Enedis, que chaque année, entre aujourd'hui et 2050, il faut raccorder 5 gigawatts par an sur le territoire national d'ENR. Et donc on a failli d'ailleurs appeler notre projet interne 5 gigawatts. On l'a appelé juste accélération des ENR, parce qu'encore une fois, ça peut bouger. Donc voilà le gros défi. Alors, pour mettre un petit peu de suspense, en ce moment, quand même, se pose une question. C'est que les scénarios de RTE ont été établis notamment avec une réindustrialisation, avec une électrification des usages. Et, sans citer de région particulière, on se rend compte que ces deux éléments-là vont peut-être mettre plus de temps
pour arriver. Donc ça veut dire que les consommations à la hausse d'électricité prévues par RTE vont peut-être mettre plus de temps pour arriver, et avec un risque qu'on a constaté depuis le début d'année 2024, un certain nombre d'heures depuis le début d'année avec des prix négatifs, parce qu'on est trop excédentaire en électricité. Et qui dit prix négatif dit problématique pour les investissements à faire. Mais voilà, en gros, on a aujourd'hui une trajectoire qui s'appuie sur une hausse de la consommation d'élec, et à ce titre, il y a beaucoup d'ENR, et aujourd'hui, Enedis n'a jamais autant raccordé d'ENR qu'en ce moment. Oui, c'est colossal, hein, 5 gigawatts. 5 gigawatts, On peut on a dire, si on donne un chiffre là, pour le public, une centrale nucléaire, c'est une tranche, c'est 1 gigawatt, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui, donc ça veut dire que c'est 5 centrales nucléaires tous Alors, les ans. en qui termes de sont- puissance, après, en le termes de nombre puissance. d'heures de fonctionnement est Ouais. différent, mais oui, c'est énorme. C'est énorme. Alors, pour continuer, merci pour là, on a fait un petit focus sur la partie électricité, hein, ça donne des perspectives. Maintenant, on va regarder le gaz. Et Alexandre, vous êtes là pour ce sujet aussi et être avec nous. Comment est-ce qu'on voit la décarbonation aussi du gaz? Parce que le gaz, c'est une molécule qui est carbonée par définition, mais on arrive à décarboner aujourd'hui avec des solutions. Tout à fait. Alors, je veux juste d'abord prendre la Bien zapette sûr, ouais. pour les slides. Merci. Donc, en effet, aujourd'hui, le gaz reste un acteur majeur quand même dans le mix énergétique. Je voulais juste faire un petit bref rappel pour dire qui est GRDF. Donc, on est le distributeur de gaz en France qui exploite un réseau de 200 000 km permettant de délivrer du gaz pour 11 millions de clients. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, dans le mix énergétique, on a un acteur assez majeur. On alimente en chauffage près de la moitié des logements résidentiels collectifs et des bâtiments tertiaires, et un tiers des maisons individuelles. Donc maintenant, il faut savoir comment on va pouvoir décarboner notre réseau pour pouvoir alimenter toujours ces clients-là et être toujours aussi concurrentiel dans un mix énergétique qui est de plus en plus décarboné. Donc pour ça, il y a un plan de consommation qui a été mis en place dans le secteur du bâtiment. Donc on est conscient que la consommation de gaz en France va diminuer dans les prochaines décennies, donc pour atteindre une baisse des consommations de l'ordre de 60% d'ici 2050. Cette baisse de consommation-là, elle est en corrélation notamment avec l'objectif du Fit for 55 qui a été mis en place par l'Europe pour atteindre la neutralité carbone. Donc en fait, cette baisse de consommation-là, elle est due à plusieurs facteurs. Enfin, elle va être due à plusieurs facteurs. Déjà du fait que les bâtiments sont de plus en plus efficaces énergétiquement, liés aux différentes réglementations, que ce soit le décret tertiaire, la RE 2020 ou le DPE. Mais ça va être aussi lié au fait que les systèmes énergétiques sont de plus en plus performants et que de facto, ils vont de moins en moins consommer. Donc, suite à cette diminution des consommations-là, on va aussi jouer sur le fait que la production de gaz vert, de gaz renouvelable, elle, va augmenter aussi. Donc, on a tout un plan, on a plusieurs objectifs à atteindre au cours des prochaines décennies. Donc, le prochain objectif va être d'atteindre 20% de gaz vert pour 2030. Et ensuite 100% de gaz vert dans le réseau pour 2050. On avait un précédent objectif qu'on a réussi à atteindre pour fin 2023 qui était d'atteindre 12 TWh de gaz vert dans le réseau. Donc l'atteinte de ces objectifs-là, en fait, va être grâce à différentes filières. Aujourd'hui, la plus développée et qui reste quand même aussi assez récente, ça va être la filière de la méthanisation. Le premier site d'injection de biométhane sur le réseau date de 2011-2012 à peu près. Donc c'est quelque chose qui est quand même assez récent et on a un développement qui est assez exponentiel là-dessus. On le verra sur une prochaine slide par la suite. Mais on va aussi miser sur d'autres process qui sont pour certains en phase d'industrialisation, qui se développent, et d'autres qui sont encore en phase de R&D. Donc ça peut être la pyrogazéfication, le power to gas ou d'autres filières qui sont encore en phase de R&D. Pour montrer un petit peu de ce qu'il en est de la production de gaz vert sur le territoire aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on est à 678 sites d'injection de biométhane sur le territoire, qui représentent un petit peu plus de 12 TWh dans le réseau. Et ensuite, je vais vous faire un petit focus aussi sur quel mix énergétique on peut faire à l'échelle locale d'un bâtiment, avec un retour d'expérience, mais ça, il me semble que c'est à la fin qu'on fait cette présentation-là.
Voilà, le retour d'expérience, on le fera un peu plus tard. Donc, si j'ai bien retenu, je parle, vous, Alexandre et Frédéric, c'est que pour les deux énergies, on prévoit quand même une diminution des consommations sur la consommation, sur la production d'énergie de gaz. Et Tout à fait. sur la partie électrique, est-ce qu'on prévoit un schéma de diminution ou pas du tout Ah Moi, non, moi, alors, j'avais un chiffre, mais ça vient en conflit avec ce que vous venez de dire. C'est j'avais un chiffre, c'est réduire de 50%, 40-50% les productions d'énergie. Mais ça, c'est toute énergie confondue. alors, oui, les 2 éléments, j'ai peut-être pas été clair tout à l'heure. En gros, je vais donner quelques chiffres, c'est toujours le problème avec les chiffres, on peut s'y perdre. En France, en ce moment, la consommation d'énergie, on est entre 1600 et 1700 TWh et l'élec représente 450, donc un gros quart. Donc aujourd'hui, l'électricité, c'est un quart. Demain, en 2050, ce qui est prévu, c'est une forte baisse de la consommation d'énergie, c'est-à-dire que les 1700, plutôt une visée vers 1100, donc une forte baisse. Et à l'intérieur de ces 1100, Donc ça fait c'est 40%, c'est 40% de baisse. Voilà. Et par contre, à l'intérieur de ces 1100 TWh, la part de l'électricité qui est à 450 aujourd'hui risque de passer aux alentours de 700. Ça veut dire qu'on va passer de 25% à 55%. Là aussi, on a un 55%. Pour ça que les chiffres, on s'y perd un peu. Mais donc, non, une forte hausse, ce qui est prévu de l'électrification, de la consommation d'électricité, et parce qu'elle est décarbonée, et parce qu'il faut sortir du fossile. Voilà, je retrouve mes petits. Alors, on est sur les chiffres. Merci Frédéric là, pour cette précision. Grégory, alors maintenant, on va rentrer dans la partie mix énergétique. On s'était dit que ça serait bien quand même de commencer par faire un état des lieux, parce qu'il y a les petits réseaux, les grands réseaux, donc d'expliquer au public que c'est les différentes solutions qu'il peut y avoir. Oui, tout à fait. Alors, déjà, première chose, quand on parle de réseau de chaleur, on parle donc de chaleur. Alors, la chaleur, qu'est-ce que ça représente? On pense souvent à l'énergie électrique, on oublie souvent les usages de l'énergie pour la chaleur. La chaleur, c'est 45% de l'énergie consommée en France. C'est le premier usage domestique. 2 tiers des consommations d'un ménage, c'est pour se chauffer et pour utiliser de l'eau chaude. Dans cette énergie-là, 27% à peu près aujourd'hui en France est d'origine renouvelable, c'est-à-dire qui utilise des énergies renouvelables ou de récupération. Alors, il y a les usages domestiques, il y a aussi les usages industriels. Tout procédé thermique fait utiliser cette chaleur. Et c'est dans les usages industriels, domestiques, c'est dans ce chiffre-là qu'on trouve les 45% d'usage. Donc, la chaleur est au cœur de la transition énergétique. Autre chose à dire, c'est qu'au niveau Île-de-France, on a 135 réseaux de chaleur. Aujourd'hui, à peu près une quinzaine de réseaux de froid urbain. Ça représente à peu près 15 000 bâtiments qui sont raccordés sur le chaud, 1500 sur le froid. Et on a un objectif d'ici 2030 de multiplier par 5 le nombre de réseaux de chaleur et de froid en France, d'énergie décarbonée. Ce qui fait que ça porterait à 330 le nombre de réseaux de chaleur en Ile-de-France d'ici 2030. Donc 2030, c'est demain. Et combien aujourd'hui vous avez dit? Aujourd'hui, on en a 135. Donc c'est en double, Exactement. presque triple. Et avec un objectif de passer aujourd'hui à 58% d'énergie renouvelable, à passer à 77% en 2030. Donc l'enjeu est énorme, comme on le précise. Alors, on a une chance en Ile-de-France, c'est qu'on dispose d'énergie renouvelable et de récupération en grande quantité, notamment la géothermie profonde. La géothermie profonde, on ne le sait peut-être pas, mais en Ile-de-France, c'est la région du monde qui est le plus équipée en géothermie profonde pour les réseaux de chaleur urbains. On a aussi cette capacité de multiplier par 5 le nombre de géothermies en Ile-de-France, et je crois qu'on en reviendra un peu plus tard sur des exemples très précis. On a d'autres énergies renouvelables et de récupération disponibles. On a des incinérateurs de déchets, donc plutôt que, je dirais, l'énergie parte dans l'atmosphère, on pourrait la capter, on la capte déjà, on pourrait la capter encore plus pour la distribuer à des usages de chauffage urbain. On a également, lorsque ces solutions ne sont pas disponibles, ce qu'on appelle la biomasse, donc l'utilisation du bois, mais à une échelle mutualisée via des réseaux de chaleur. On a des forêts qui produisent du bois. On peut utiliser aussi de la récupération de bois, ce qu'on appelle le bois B. Donc il y a vraiment un ensemble de solutions d'énergie renouvelable et de récupération possibles en Ile-de-France, et ça, c'est une vraie chance. L'Île-de-France situe bien sûr la région la plus dense en France. Pour un réseau de chaleur urbain, on a besoin de cette densité.
pour faire un maximum d'équipements sur un minimum de distance et distribuer une énergie compétitive à comparaison des énergies fossiles. Mais on a également des solutions sur des petites villes, sur des petits usages avec des énergies renouvelables adaptées. On a par exemple des géothermies de surface. L'ensemble du territoire français peut être couvert par des géothermies de surface avec deux types de technologies. Soit on va chercher des nappes peu profondes, jusqu'à entre 20 mètres et 200 mètres de profondeur, soit on pose des sondes. Ça, c'est vraiment possible à l'échelle de quelques bâtiments, d'un bâtiment. Et puis, on reviendra peut-être aussi tout à l'heure, l'importance que peut jouer le rôle du mix énergétique. On a encore besoin d'énergie fossile et on est dans cette transition énergétique pour passer de l'usage des énergies fossiles aux énergies renouvelables. Et ça, le réseau de chaleur a pleinement sa place dans ce mix énergétique. Oui, la disparition des énergies fossiles, est-ce que c'est 2050, c'est ça? Est-ce qu'on veut plus d'énergie fossile dans les réseaux de chaleur en 2050? Oui, là, c'est notamment les directives européennes qui vont nous pousser à ça, de par aussi je dirais, la perte d'utilisation du gaz sur les réseaux de chaleur urbains. Donc aujourd'hui, dans les réseaux de chaleur, ça s'est imposé par les pouvoirs publics, par l'ADEME, par la région Île-de-France, mais également par les nécessités économiques, par la crise énergétique. On passe de plus en plus à du renouvelable. Les réseaux de chaleur aujourd'hui sont à minimum dotés de 60% d'énergie renouvelable. Maintenant, lorsque une collectivité souhaite construire un réseau, on passe rapidement à du 75%, 80%. On peut frôler les 100% aussi lorsqu'on récupère de la chaleur, parce que lorsqu'on récupère de la chaleur à base d'une usine d'incinération, là, on a des productions d'énergie très importantes. Donc, on peut frôler les 100%. Et effectivement, le cap est donné pour 2050 pour avoir des réseaux de chaleur urbains quasiment complètement décarbonés. Oui. Voilà, donc on vient de voir, merci Grégory, les gros réseaux, les grosses solutions et puis des plus petites solutions. En tout cas, il y a différents types de solutions en fonction du nombre de bâtiments. Maintenant, Eugenio, on va descendre au niveau du bâtiment parce que on va se dire, c'est quoi le mix dans le bâtiment en lui-même? Bah oui, parce que ce qui est intéressant, c'est, il y a des bonnes nouvelles, c'est qu'on décarbone les énergies, qu'elles soient réseau de chaleur urbain, qu'elles soient le gaz, qu'elles soient l'électricité. Mais après, moi, ce que me demandent les gens, moi, j'essaye de toujours partager les expériences que je vis, c'est qu'est-ce qu'on en fait? Et ce que je vous ai mis sur l'écran, c'est que la question à se poser quand vous avez un bâtiment, c'est à quoi va servir cette énergie? À quel usage? De quel usage on parle? Moi, je m'occupe de l'usage bleu et orange sur les graphes, c'est-à-dire le chauffage et le CS, qui sont les postes les plus gourmands. Et pourquoi je souhaitais faire ce petit focus? C'est tout simplement pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions. Si vous avez un poste chauffage qui est important, c'est sur cet usage-là qu'il est intéressant de faire l'effort, parce que c'est sur cet usage-là qu'on va avoir des baisses à gaz à effet de serre importantes et des baisses de consommation importantes. Si vous mettez de l'énergie sur 5% ou 10% de consommation de votre bâtiment, ça sera bien, mais ça ne sera pas suffisant. Donc c'était là-dessus. Et je sais qu'on parlera tout à l'heure de la santé et de l'enseignement. Donc j'ai mis les slides. Ce qu'on voit dans l'enseignement, typiquement, si vous êtes conseil régional, conseil départemental ou une ville, une mairie, 70% du besoin, c'est le chauffage. Les chiffres que je vous ai mis à l'écran sont des chiffres de l'ADEME, du CEREMA. C'est des chiffres de 2019. C'est les publications les plus récentes que j'ai. Si quelqu'un a des publications plus récentes, moi, je les prends tout de suite. Mais ce qu'on sait, c'est que je reviens sur les 2 tiers. Les 2 tiers de la consommation d'un bâtiment tertiaire en France, c'est le confort thermique. Le confort thermique, c'est quoi? C'est le chauffage, c'est l'eau chaude sanitaire et c'est aussi la ventilation et la climatisation. Voilà ce que je voulais vous présenter dans un premier temps. Donc, en bon père de famille, en bonne mère de famille, qu'est-ce que vous devez faire dans votre bâtiment? Pourquoi? Et c'est ce focus-là qui vous permettra après de faire votre mix énergétique et d'aller utiliser les bonnes énergies au bon endroit. Voilà, là on a tous ces camemberts. Bon, le public, c'est un peu petit pour le public, y compris nous sur la scène, mais le public à distance les voit mieux. Et puis vous pourrez télécharger les présentations effectivement sur lesquelles vous aurez les détails de tous ces camemberts avec les différentes sources d'énergie. Alors, continuons ce tour de table. Merci Eugenio. On avait dit Frédéric, maintenant on va rentrer dans les solutions. On a fait un état des lieux. On va rentrer dans les solutions. C'est que Frédéric, avant de commencer, il faut prendre un micro. C'est-à-dire que les collectivités ont des parcs de logements.
comme le disait Eugenio, on peut pas. Alors, des fois, il faut s'attaquer au logement, aux bâtiments, mais ils ont des parcs de bâtiments. Il faut savoir quels sont les premiers bâtiments sur lesquels je vais faire les travaux, hein, parce que je ne peux pas tout faire d'un seul coup. Et donc, quels sont les outils que l'on a à leur disposition pour ces collectivités? Ça, c'est la première chose. Et puis, il y avait une deuxième question également. Il y a d'obligation d'installer, on a parlé tout à l'heure de photovoltaïque. Et là aussi, il faut qu'elle fasse des choix de dire où est-ce que je mets ces panneaux photovoltaïques. Oui, alors effectivement, tout à l'heure, j'ai expliqué notre gros enjeu aujourd'hui, c'est de raccorder des ENR, les fameux 5 gigawatts. Et on est attendu et on a mis en tension toute l'entreprise pour être au rendez-vous. Mais à côté de ça, notre boulot, c'est un service public de l'électricité et on voudrait aujourd'hui parler d'un service public de l'électricité augmenté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire vraiment essayer de faire plus pour les parties prenantes pour décarboner, dans le sens de la transition écologique. Alors, si je fais un focus sur les collectivités locales, comment on peut aider une collectivité locale déjà à y voir un peu plus clair et à prendre des décisions? Dans un premier temps, on a créé, Enedis a mis en place un portail spécial collectivité locale où chaque municipalité, chaque commune peut avoir une vision sur la consommation de ses bâtiments. Et on dit, alors, j'ai jamais encore trouvé la démonstration, mais qu'à partir du moment où on s'intéresse à ces consommations, on les suit, on les pilote, on les analyse, on les comprend, on gagne entre 8, même l'ADEME dit ça, entre 8 et 10%. Mais outre ça, on s'est dit, on a une vraie richesse avec les données de comptage qu'on peut mettre à disposition. Mais si on les met à disposition avec d'autres données de comptage, on peut être peut-être plus performant. Et c'est là qu'est née l'idée de PrioRéno, qui est une offre qui est portée par la Banque des Territoires, qui est une offre gratuite à destination des collectivités locales, avec comme partenaires GRDF et Enedis. À partir du moment où une collectivité donne l'autorisation à la Banque des Territoires de récolter ses consommations élec et gaz auprès d'Enedis et de GRDF, derrière, il y a un algorithme avec de l'intelligence artificielle, on va dire, on fait beaucoup ça aujourd'hui, qui va permettre de dire à une collectivité, vous avez 10 bâtiments, médiathèques, crèches, écoles, gymnases, etc. Les plus passoires thermiques, le plus passoire thermique, c'est celui-ci, le numéro 2, celui-ci, etc. Il va y avoir un classement qui va permettre à la collectivité de savoir déjà l'état de son parc et par où elle doit commencer. Donc voilà, cette offre avec la Banque des Territoires et GRDF ne se substitue pas du tout à des audits après précis des bâtiments, mais va permettre à la commune déjà de comprendre un peu l'état de ses consommations et de se dire, OK, mon école, là, celle-là, elle est vraiment catastrophique, je vais commencer comme ça. Donc ça, c'est sur la partie rénovation bâtimentaire. Sur la partie ENR, et je dirais la même chose en IRVE, à partir du moment où il y a quelque chose qui va avoir un impact sur le réseau, là aussi, le processus classique se termine toujours par une demande de raccordement, un devis et des travaux. Mais on s'est dit, comment est-ce qu'on peut aider en amont les parties prenantes qui veulent mettre du PV sur telle ou telle toiture? Et on a développé des petits outils, en l'occurrence, des outils self-care, qui permettent... Self-care, alors, ça veut dire qu'on forme les personnes à utiliser ces outils-là. Ce n'est pas une demande comme un devis, où c'est les salariés d'Enedis qui vont faire une étude technique, produire le devis. Un exemple, une collectivité souhaite mettre des panneaux et elle a le choix entre la médiathèque, un gymnase, etc. Elle va pouvoir, sur un petit outil cartographique très très simple, dire si je me mets ici, quel est l'impact sur le réseau Enedis? Quand je dis quel est l'impact, est-ce que ça va être facile? Et qui dit facile dit rapide et pas très cher. Ou au contraire, est-ce que le raccordement il est toujours possible, mais il va plus impacter le réseau et donc il va être plus long et plus coûteux. Donc voilà, on essaye de mettre en place ce type d'outils, de donner accès aux données de comptage des propriétaires des points de livraison. C'est des informations sensibles, mais à partir du moment où une collectivité elle est d'accord pour qu'on puisse transmettre ces données-là à la Banque des Territoires, comme je citais, voilà, on essaye de permettre en amont des demandes de raccordement officielles d'aider la collectivité à se positionner sur quel bâtiment je rénove ou à quel endroit je mets mes toitures en PV. Oui, ça, c'est les données de comptage indépendamment de la structure des bâtiments. On ne regarde pas ça. Finalement, la collectivité, elle connecte et elle a ses données de comptage et donc on lui donne les résultats Alors, sans qu'il y ait besoin de rentrer de données sur le bâtiment, les mètres carrés. Alors,
à la fois sous son espace, elle va voir que l'école consomme tant, elle va avoir une courbe de charge, elle va pouvoir analyser la consommation de son école. Par contre, dans l'algorithme développé par la Banque des Territoires, en plus des données de conso élec et gaz, il y a tout un tas de données sur le foncier, sur le bâti, sur le bâtiment, qui vont permettre justement de savoir si c'est une passoire énergétique ou pas. Donc Ah oui, ici, là, pour une offre comme Prioréno, il y a une analyse en fonction du bâtiment et des consommations qui va permettre de les interclasser. d'accord. Alors, on avait dit que Denis n'est pas avec nous. On avait dit qu'on continuerait avec Denis, mais du coup, on reviendra sur Denis. Après, j'ai eu un petit SMS. Il est en route, hein, 10h30, parce que je crois que c'est Eugenio, c'est ce qu'on disait. Oui, Là, on fait un petit groupe aparté, mais c'est on fait un Joe aparté. Biden qui. Joe Biden est arrivé, ils ont coupé le périphérique. On doit traverser le périphérique pour rentrer dans Paris. Donc c'est assez Voilà, apocalyptique. Donc c'est pour ça qu'il est certainement en retard. Et puis avec les JO, ils ont fermé 3 ponts aussi. Voilà, mais ça, ça c'est depuis quelques jours. Donc effectivement, c'est compliqué pour venir sur Paris en voiture. Alors Grégoire, peut-être, si vous permettez, on va inverser l'ordre qui était prévu. On avait dit, on a parlé réseau de chaleur. Vous avez déployé des gros réseaux de chaleur, et puis vous en avez encore, on a vu qu'il fallait, en 2030, si j'ai bien retenu, c'est x2, x3 en fonction au niveau global. Donc, on peut faire un petit retour d'expérience sur les réseaux de chaleur que vous avez déployés. Je crois qu'il y en a 5 que vous avez déployés aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors, je souscris évidemment tout ce qu'ont dit mes collègues. Ce qui est important, et le titre de la table ronde le dit, c'est un mix. Un réseau de chaleur ne fera jamais rien sans électricité, sans gaz, a fortiori dans les années qui viennent, sans biogaz. On aura toujours besoin de ces sources d'énergie. Donc nous, le CIPEREC, effectivement, on a déployé des réseaux de chaleur. Le premier qu'on a déployé. Je vous ai envoyé directement sur la solution des réseaux de chaleur, mais peut-être repositionner le CIPEREC, le territoire, ça c'est important pour les collectivités, parce qu'il y en a certaines qui vous écoutent, hein, qui font partie de votre territoire. Ouais. Donc le CIPEREC, effectivement, c'est le syndicat intercommunal de la périphérie de Paris pour les énergies et la communication. Donc pour le moment, on va mettre sous cloche la partie communication, mais effectivement, on intervient sur la partie francilienne, sur le territoire francilien. On ne peut pas aller en dehors. Donc aujourd'hui, les adhérents du CIPEREC, 122 collectivités, 122 communes, pour justement pour les accompagner dans, alors historiquement l'électrification, mais de plus en plus vers le déploiement d'énergie renouvelable. Je le disais, le photovoltaïque, où à date on gère 106 centrales sur les toitures des collectivités, ce qui représente 5 MW crête d'installation, avec là aussi un plan de développement qui est assez important. Et surtout, donc, la thématique de mon intervention, la géothermie, puisqu'on a au CIPEREC remis un peu le pied à l'étrier de la géothermie en Île-de-France. Il y a eu énormément de forages qui ont été faits dans les années 70-80, un petit peu moins en 90, et après il y a eu un espèce de trou d'air de la géothermie entre les années 90 et les années 2010. Et effectivement, dans les années 2010, on a des premières collectivités qui se sont tournées vers nous pour nous demander de réétudier ces solutions dans un intérêt déjà de décarbonation de leurs usages. Et donc en 2014, on a initié les premiers réseaux. Donc ce sont toujours des réseaux de chaleur ex nihilo qu'on a accompagnés sur des collectivités. La plupart des réseaux de chaleur sont sur plusieurs collectivités. On le disait, on est sur un territoire qui est très propice. Déjà, on a une nappe au Dogger, qu'on appelle le Dogger, qui est situé entre 1600 et 1800 mètres de profondeur. Et au-delà de ça, pour rendre un réseau de géothermie viable, il faut une certaine densité de population. Et la petite couronne parisienne, mais de plus en plus, on s'éloigne au-delà des frontières de la petite couronne. On a la possibilité de développer des réseaux de chaleur à base de géothermie profonde. Donc aujourd'hui, on en a 5. Le premier, il a été mis en service en 2015. On en a un deuxième deux qui ont suivi quasiment immédiatement la même année. Donc je crois que d'ailleurs le premier c'était 2014 et 2015 pour les 3 premiers réseaux. On en a un quatrième qui a été mis en service en 2016. Là, sur un territoire qui est un peu plus éloigné, qui est situé en Essonne, à Grigny et Viry-Châtillon.
Et enfin, le dernier réseau de chaleur qu'on a mis en service aujourd'hui, il remonte un peu puisqu'il date de 2019. Néanmoins, la tendance est à la hausse puisqu'on doit mettre en service dès l'an prochain un nouveau réseau de chaleur et grosso modo un réseau de chaleur par an d'ici 2028, avec des projets encore pour les années suivantes. Et ça ne fait, je pense, que commencer, puisqu'on a de plus en plus de collectivités qui s'interrogent, on a de plus en plus d'études qui se lancent. Mais en tout état de cause, le pipe est bien rempli pour les années à venir. Et on espère effectivement atteindre les objectifs qui ont été fixés de façon nationale pour ensuite les convertir au niveau régional. Quand une collectivité décide ou quand vous décidez de mettre en place un réseau de chaleur, il se passe combien de temps entre, j'avais 2 questions, entre le moment où j'ai cette idée, je lance mon projet et puis le moment où le réseau de chaleur arrive à production? Parce que si on veut arriver à 2030, on peut se dire, il faut aller à quelle vitesse pour commencer à prendre ces décisions? Et puis j'avais une deuxième question qui était une question plus technique. Je me disais: «Bon, OK, on va chercher de l'énergie donc finalement dans les sous-sols». Est-ce qu'il n'y a pas des limites techniques à aller chercher l'énergie? Parce que si on prend cette énergie, à un moment, c'est pas des ressources inépuisables non plus? Alors, sur la première question, sur le temps, alors je vais faire une réponse qui peut plaire à tout le monde, ça dépend. Mais non, en règle générale, Non, mais c'est quoi? C'est pas 6 mois, non, c'est pas 6 mois. plusieurs années, C'est quand même, on parle aujourd'hui, le Cypéric, sur les 5 réseaux de chaleur qui ont été construits, c'est un investissement d'un demi-milliard d'euros. Donc, c'est des investissements qui sont colossaux, qui font qu'il y a beaucoup de parties prenantes qui nous aident à les développer. Aujourd'hui, c'est le Cypéric qui est mis en avant, mais on pourrait déjà mettre tout aussi en avant les communes qui acceptent qu'on vienne faire ces réseaux sur leur territoire. On pourrait mettre les financeurs, au premier rang desquels l'ADEME, la région, la Banque des territoires, qui là aussi sont des partenaires importants. Puis après, toutes les entreprises qui vont nous aider à réaliser ce réseau de chaleur. Et donc, le plus court qu'on puisse faire, c'est un réseau qu'on a en ce moment. Les études ont été initiées en fin 2022. Le réseau de chaleur, il doit être mis en service à l'automne 2027. Voilà. Donc on a quand même 5 ans pour un projet qui va vite. On a un réseau de chaleur qui mettra une dizaine d'années à se mettre en place pour diverses raisons. À la fin, le résultat est là, il y aura un réseau de chaleur sur un territoire qui permettra d'effacer. Aujourd'hui, on estime qu'un réseau de chaleur, pour un doublet de géothermie, c'est-à-dire un puits qui soutire l'eau du sous-sol et un puits qui va la réinjecter, on est autour de 100 gigawattheures d'énergie livrée avec un taux de NR autour de 65 ou 70%. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Donc c'est des projets, encore une fois, sur le temps long. De toute façon, dans l'énergie, on est rarement sur des investissements court-termistes. Ensuite, sur la partie technique, oui, il y a des défis à relever. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi la géothermie peut se déployer de façon aussi intensive, c'est parce qu'en fait, on tire les bénéfices quand même de ce que l'industrie pétrolière a fait pendant des années. Et donc aujourd'hui, on a des technologies qu'on met en œuvre qui sont à l'origine de sources très polluantes qui permettent de le faire. Donc les limites qu'on va avoir aujourd'hui en Île-de-France, on commence à les sentir arriver sur certains territoires de l'Île-de-France. Ce sont notamment le fait d'avoir beaucoup de géothermie concentrée sur des territoires, ce qui fait qu'on n'a plus la possibilité de forer, en tout cas au Dogger pour le moment, qui est la nappe qu'on maîtrise le mieux en termes géologiques. On n'a plus la possibilité de forer de nouveaux puits sur, je vais tirer le trait, le sud de la petite couronne. Oui, parce qu'on prend trop de calories dans la nappe, c'est ça? On prend trop de calories et surtout, en fait, à partir du moment où vous faites un puits des puits de géothermie, vous avez ce que je disais, donc un puits qui vient soutirer l'eau chaude, un autre puits qui vient réinjecter l'eau froide. En France, on a la chance d'avoir quand même un sous-sol qui est géré par l'État. Et donc, l'État s'assure qu'il n'y ait pas quelqu'un qui vienne à côté de notre puits d'eau chaude mettre un puits d'injection d'eau froide. Ouais, Et donc, on sanctuarise des zones, ça s'appelle des gélules, parce que effectivement, quand on prend une carte vue du ciel de la région parisienne, ça ressemble à une gélule. Vous avez 2 points d'impact,
injection et soutirage. Et quand d'autres projets souhaitent se faire sur le même territoire, l'État s'assure qu'il n'y a pas d'interférence entre les puits. Voilà, donc on voit effectivement tout un processus aussi administratif et de gestion de manière à ce que ça se passe bien. Grégory, vous vouliez rebondir sur ce sujet? Oui, tout à fait, compléter hein, ton J'avais une intervention. question aussi pour vous en même temps, mais vous allez rebondir. Vas-y. Avant de passer sur la partie, est-ce qu'on a les hommes et les femmes? Parce que finalement, on voit, il y a des investissements, il y a des contraintes techniques, mais aussi il faut avoir derrière les entreprises qui sont en capacité de faire. Est-ce qu'on a aussi des entreprises qui vont pouvoir réaliser ces travaux? Alors, la réponse est oui. Et je vais vous répondre dans un second temps. Déjà, pour rebondir sur les propos de mon collègue, effectivement, le temps d'un projet, c'est entre 3 et 5 ans. Sur un projet dit public, un réseau de chaleur urbain, puisqu'il y a quand même effectivement un certain nombre d'études à mener. Il y a des phases d'appel d'offres aussi lorsqu'il y a un choix des entreprises. C'est des appels d'offres les plus longs. Hein, c'est des appels d'offres qui durent 1 an minimum. Et une fois que les entreprises sont sélectionnées, il faut réaliser les travaux. Un réseau de chaleur, c'est plusieurs dizaines, vingtaines de kilomètres ou trentaines de kilomètres dans une ville. Il faut casser la voirie, passer les réseaux, faire des déviations pour les transports, construire le moyen de production aussi. Donc tout ça est un temps long, effectivement. Là où je voulais souligner et intervenir, c'est que côté collectivité locale, ce qui est intéressant, c'est que ça peut s'inscrire dans le temps d'un mandat. Un mandat politique, un mandat municipal, c'est 6 ans. En 6 ans, on peut, au démarrage de mandat, lancer des études et avant la fin de son mandat, inaugurer et ouvrir les robinets, je dirais, pour délivrer la chaleur. Souvent aussi, on voit des projets qui débutent sur un mandat et qui se poursuivent sur un autre. Et même s'il y a un changement politique, de couleur politique, comme c'est des projets vertueux, des projets d'énergie renouvelable qui visent à lutter contre le réchauffement climatique, c'est des projets qui sont portés toutes tendances politiques. Donc ça, c'est très intéressant. Alors, sur votre seconde question, est-ce que les entreprises ont les ressources nécessaires? Oui, elles ont les ressources nécessaires aujourd'hui pour intervenir partout sur le territoire francilien et même France. Alors, bien évidemment, comme toute entreprise aujourd'hui, on ne connaît pas la crise à ce niveau-là, mais par contre, on a une sorte de pénurie de main-d'œuvre, autant sur les ressources intellectuelles, donc les ingénieurs, tout ce qui est ingénieur d'études, ingénieur projet, ingénieur conception, que sur les techniciens, ceux qui opèrent et exploitent les réseaux de chaleur urbain, les réseaux de froid, mais aussi tous les systèmes énergétiques. Donc, c'est pour ça qu'on est très actif auprès des écoles, auprès des universités. On développe énormément également l'apprentissage, avec le fait qu'il y ait des tuteurs en entreprise qui puissent tirer vers le haut des apprentis pour les former et tenter de les garder au sein de l'entreprise. Donc c'est toute une profession qui est en train de s'organiser pour essayer de capter les jeunes, de les maintenir dans nos entreprises et de faire en sorte d'aboutir à ces différents projets. Mais effectivement, on est sur une période un peu centrale, là où il y a une sorte d'encombrement entre le nombre de projets qui puissent sortir et le fait qu'on ne puisse pas forcément y répondre. Et ça, je dirais, c'est même pas à l'échelle des entreprises, c'est à l'échelle globale, puisque même au niveau de l'État, comme vous savez, un réseau de chaleur urbain, pour fonctionner, il a besoin de subventions publiques pour avoir un prix compétitif. Donc, on fait appel souvent au fonds chaleur qui est géré par l'ADEME et la région Île-de-France. Aujourd'hui, il y a même un encombrement des dossiers au niveau de l'ADEME pour délivrer ce fonds chaleur. Donc voilà, donc c'est toute une dynamique qui est en train de se mettre en place. Mais je dirais, l'État met les moyens pour enclencher de nouveau cette dynamique. Les entreprises s'organisent et également les collectivités s'organisent en tant que donneurs d'ordre pour faire en sorte que ces projets puissent aboutir. Grégory, vous allez garder le micro. On voyait dans le réseau de chaleur, on en parlait, donc il y a plusieurs sources d'énergie. Et donc, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qu'on se disait en préparant cette conférence? On se disait il y a besoin d'un mix énergétique. Et donc, Oui, tout à fait. et ce mix énergétique, ça se travaille, ça se prépare, et puis en plus, il faut l'optimiser derrière. Exactement. Alors, un réseau de chaleur urbain, comme on le disait tout à l'heure, qu'est-ce que c'est? C'est un système mutualisé. On mutualise des moyens de production pour délivrer de la chaleur à un plus grand nombre en toute sécurité. Ça permet d'éviter des moyens individuels. Donc déjà, il y a une logique de rationalisation et de baisse des consommations de facto du fait de cette rationalisation par ce réseau de chaleur. Alors, les réseaux de chaleur aussi, de par leurs vertus, ont tendance aussi à se déployer dans les villes. De nouvelles branches se construisent pour essayer de délivrer encore plus de chaleur dans une ville donnée ou dans plusieurs villes données. Ce qu'on recherche aussi dans cette logique d'optimisation, c'est peut-être d'interconnecter des réseaux de chaleur entre eux
pour faire en sorte de partager de l'énergie renouvelable et faire en sorte de mailler le plus grand territoire possible, là où on ne pourrait pas forcément trouver une source d'énergie renouvelable disponible. Donc ça, c'est très important. À la base, donc un réseau de chaleur urbain fait appel à une source principale d'énergie renouvelable. Mais comme on le disait tout à l'heure, ça ne peut pas forcément fournir 100% des besoins. Ça peut aller aujourd'hui de 60, 70, 80, 90%. Donc il faut bien compléter ce pourcentage restant, notamment sur 2 points cruciaux de la vie d'un réseau de chaleur. Lorsqu'on est en période hivernale, là il fait le plus froid, l'énergie renouvelable ne pourra pas délivrer forcément 100% des besoins sur le réseau. Donc il y a besoin de compléter par une énergie, elle, qui est stable, donc par exemple des chaufferies gaz, pour compléter et arriver à ces 100% de besoins sur ce réseau de chaleur. En période de maintenance aussi, un réseau de chaleur, c'est quelque chose qui a une durée de vie de 20, 25 ans, 30 ans. Durant cette durée-là, il faudra bien maintenir les équipements d'énergie renouvelable. On est sur un service public, puisque géré par des collectivités locales, on est sur un service public de l'énergie, donc une obligation de délivrer en continu de la chaleur. Donc ces énergies fossiles également viendront prendre le relais si l'énergie renouvelable n'est pas disponible. On a besoin d'électricité aussi, On parlait de géothermie, il faut bien pomper. Alors l'eau ressort directement de la nappe, mais on a besoin également de la pomper et aussi de la réinjecter. Donc on a besoin de pompes, ces pompes fonctionnent à l'électricité. Donc l'électricité, même si elle est faible dans le mix énergétique, elle est nécessaire. Voilà. Et puis dernière chose, on a besoin bien sûr de réseaux de chaleur efficaces. Donc il y a tout un ensemble de systèmes, de technologies, et je crois qu'on va en parler après, qui sont employés pour faire en sorte d'améliorer les rendements, de mieux diffuser la chaleur, de moins consommer aussi. L'histoire de la sobriété est très importante aussi, avant toute chose, lorsqu'on implante un réseau de chaleur urbain. Merci pour cette précision. Grégoire, juste aussi pour ces réseaux de chaleur, quand on les déploie, les collectivités, après, il faut qu'ils raccordent leurs administrés à ces réseaux de chaleur. Bon, j'ai compris qu'il fallait faire les infrastructures, il fallait tirer ces réseaux en pied de bâtiment, mais il faut après qu'il y ait une volonté des usagers. Alors, c'est là aussi où ça peut prendre un peu de temps. C'est qu'avant toute réalisation d'un réseau de chaleur, on s'assure que derrière, effectivement, il y ait les débouchés. Encore une fois, en Ile-de-France, on est sur des territoires qui sont très, très denses. Et il est assez facile de trouver ces débouchés. Néanmoins, il faut que les futurs raccordés acceptent au moment où on va vers eux, ou au moment où le réseau de chaleur est construit, acceptent de se raccorder. Donc ça aussi, ce sont des choses qui peuvent prendre un peu de temps, puisqu'on va identifier lors des phases d'études les prospects potentiels. Au moment où le réseau de chaleur se construit, on va commencer déjà à signer des polices d'abonnement. Et l'intérêt des collectivités dans ce type de projet, c'est qu'effectivement, au travers de leurs équipements publics, on parle des collectivités en tant que telles, mais aussi de tout le tissu, notamment des offices HLM, eux nous garantissent quasiment une consommation de l'ordre de 50%. Et après, tous les raccordements, ils se font avec du porte-à-porte. Donc là aussi, l'intérêt de la collectivité, c'est de porter ce projet dans lequel elle est partie prenante auprès de ses habitants pour que eux se manifestent pour qu'on vienne les raccorder. Donc oui, il y a clairement cette nécessité de raccordement et on le voit, ça a été évoqué par Grégory. Aujourd'hui, des réseaux de chaleur, on en a, on en a 5 en exploitation, 5 qui vont être en construction, plus des projets pour la suite. Sur les 5 déjà en exploitation, on en a 2 qui font l'objet déjà de densification et avec l'obligation même de refaire des puits de géothermie. Donc celui que j'ai cité, Grigny-Viry-Châtillon, l'année dernière, effectivement, on a foré 2 nouveaux puits pour pouvoir raccorder encore plus de clients à ce réseau, puisque au final, et les collectivités et les utilisateurs le plébiscitent. J'en veux pour preuve, en début d'année, on a sur la ville de Grigny, Coca-Cola qui s'est raccordé pour ses besoins en chaleur,
pour sa production de soda. Donc effectivement, c'est des réseaux qui vivent et sur lesquels il faut faire attention de pouvoir raccorder le plus de monde possible. Oui. Est-ce que vous travaillez, Frédéric, de concert avec les syndicats d'énergie? Parce que j'imagine quand on raccorde de l'énergie comme ça a des impacts aussi sur sa consommation électrique, et donc il faut pouvoir gérer ce fonctionnement? Alors, on travaille fortement avec les syndicats d'énergie, le CIPEREC et d'autres, mais les syndicats d'énergie sont des concédants. Ils représentent donc la propriété du réseau et ils nous poussent généralement, et je dis ça sérieusement, ils nous poussent à bien faire nos missions de service public. Donc oui, on travaille quotidiennement ensemble et pour tous les sujets, celui-ci, mais comme tous les autres qui sont liés au réseau. Et importance aussi, hein, j'ai pas signé dans les partenaires Enedis. Là, on a fini les forages sur un réseau qui est en train de se déployer sur les villes de Pantin, Le Pré, Saint-Gervais, Les Lilas et Romainville. L'importance d'Enedis sur ce forage, elle n'est pas neutre, puisque quand on fore des puits de géothermie, donc là en l'occurrence on avait 4 puits de géothermie, donc c'était 2 doublés, c'est un réseau qui va être très très important puisqu'il va délivrer à peu près 150 gigawattheures par an. C'est la première fois, donc ça va être le 6e réseau, c'est la première fois qu'on avait des machines raccordées directement au réseau ELEC. Donc ça a été des échanges avec Enedis importants et qui à la fin donc Enedis a pu répondre présent puisque ce sont des machines qui forent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, qui ne peuvent avoir de rupture d'alimentation électrique, ce sont des machines électriques. Et ce qui se fait habituellement, c'est que ces machines, elles sont normalement adossées à des groupes électrogènes. Là, dans ce cadre-là, le fait de travailler avec Enedis, ça a permis pour ce forage de travailler en 100% électrique, donc avec le réseau, et donc une énergie majoritairement décarbonée. Alexandre, là tout à l'heure Grégory vous a presque passé la parole, j'aurais pu vous passer la parole tout de suite parce qu'il a parlé, effectivement, on a besoin du gaz sur les moments où les énergies renouvelables, si j'ai bien compris, n'arrivent pas à produire, notamment en période hivernale. Et donc on s'était dit qu'il y aurait vous, Alexandre, et Géniaux, on va faire 2 retours d'expérience là, concrets, hein, de cas sur des bâtiments. Et notamment, là, on commence par la PAC hybride, voilà, avec la ZAPET, pour nous montrer ce que ça donne concrètement et comment on optimise aussi ce fonctionnement. Tout à fait. Donc, avant de présenter. Il marche bien, il faut continuer à parler. Benjamin va monter le son s'il y a besoin. Non, ce que je voulais dire, donc avant de présenter le cas concret, en fait, pourquoi je vais présenter ce cas spécifique avec la PAC hybride, c'est qu'en fait, l'intérêt d'hybrider dans le bâtiment permet donc d'optimiser le mix énergétique sur plusieurs points. Déjà, le fait d'améliorer les performances énergétiques du bâtiment en réduisant les consommations, mais en permettant aussi de décarboner de manière plus conséquente qu'une solution classique au gaz. Et aussi d'assurer une sécurité d'approvisionnement. Demain, on n'est pas à l'abri de connaître une nouvelle crise énergétique et ces solutions-là hybrides permettront de pouvoir s'adapter à ces potentielles crises, mais également aussi, elle pourra s'adapter à des problèmes techniques liés à la maintenance ou si un des 2 équipements est en panne ou est en maintenance, l'autre équipement pourra subvenir temporairement aux besoins du bâtiment. Donc, je vais présenter un cas où on a instrumenté une installation en PAC hybride sur une résidence de 49 logements. Donc là, on est sur un parc d'un bailleur social qui s'appelle Logirem, situé à Traits. Donc là, on est dans le sud de la France. En fait, l'intérêt d'avoir choisi ce site-là pour l'expérimentation, c'est qu'en fait, à l'origine, on était sur une solution en solaire thermique couplée avec une chaudière gaz. Pour des problèmes liés à l'exploitation, la partie en solaire thermique a été endommagée. Donc, elle ne pouvait plus fonctionner. Et par la suite, il y a uniquement la partie en chaudière gaz qui a permis de subvenir aux besoins des différents logements, vu qu'elle a été dimensionnée de toute façon à 100%. Donc là, en fait, l'intérêt, c'était de pouvoir réutiliser l'existant et de venir plugger des pompes à chaleur pour pouvoir améliorer les consommations du bâtiment.
Donc ici, voilà, on voit un petit peu à quoi ressemble la résidence. Donc là, on est sur une chaudière à condensation de 168 kW qui permet de subvenir à 100% des besoins. Et on est venu plugger deux pompes à chaleur de 12 et 15 kW. Donc en termes de proportion, ces pompes à chaleur-là couvrent environ 17% de la puissance nominale du bâtiment. En termes de besoins de consommation, on verra ce que ça va donner par la suite. Et l'intérêt aussi de cette installation-là, c'est que initialement, on avait un ballon de stratification de 6000 litres qui était très pratique et qui nous a notamment permis de diriger les flux des chaudières et des pompes à chaleur pour pouvoir signifier que, en gros, les pompes à chaleur feront le préchauffage de l'eau, environ une cinquantaine de degrés, et les chaudières, elles, viendront faire le complément dès lors qu'on en aura besoin. Et bien qu'on soit dans le sud de la France, on verra que même avec des températures douces, pour qu'on puisse avoir des performances convenables, la chaudière était quand même utilisée. Donc là, avec cette installation-là, donc l'expérimentation-là a été réalisée sur une année complète, une saison de chauffe. Donc avec 17% de la puissance nominale fournie par les pompes à chaleur, on a pu couvrir quasiment 60% du besoin des logements, ce qui est énorme. Certes, en Île-de-France, on n'aura peut-être pas des températures aussi favorables, mais il faut se dire qu'en fait, on aura juste à augmenter la puissance des pompes à chaleur pour avoir des taux de couverture similaires. Peut-être pour décrire, parce que là, il y a des courbes, Oui. des traits. Non, mais juste pour donner une grille de lecture à notre public, là, il y a deux traits noirs. Tout à fait. Alors en fait, on a déjà la courbe en gris qui montre la température qu'il y a eu toutes les semaines pendant toute l'année. Et au-dessus entre les deux barres noires, en fait, c'est les températures qu'il y a eu entre 5 et 10 degrés. Entre 10 et 15 degrés. Au-dessus, donc on a les températures supérieures à 15 degrés et en dessous, les températures inférieures à 10 degrés. Et là, on se rend compte, entre les deux barres noires, que même en ayant eu des températures douces, entre 10 et 15 degrés, l'utilisation de la chaudière était quand même nécessaire pour avoir des performances convenables sur la pompe à chaleur. Donc, je vais vous montrer ce que ça va donner en termes de performance énergétique. Mais en tout cas, grâce à cette installation-là, par rapport à l'initiale où on était en 100% gaz, on ne prend plus en compte la partie solaire thermique, on a su réduire les consommations d'énergie finale de 35%. Donc ces 35%-là, c'est très intéressant parce qu'on a su réutiliser l'existant et en ajoutant juste des pompes à chaleur. Et en termes d'investissement, là pour ces 49 logements-là, on était entre 20 et 40 000 euros à peu près. Donc c'est très avantageux. Donc en termes de performance des pompes à chaleur, aussi ce que ça donne un petit peu tout au long de l'année. En fait là, on a voulu faire différents réglages pour voir quel réglage était le plus optimal pour le système global. Donc on a fait différentes variantes en augmentant les températures de consigne de chauffage et de CS. On s'est rendu compte qu'à certains moments, la PAC couvrait plus ou moins la totalité ou la moitié des besoins. Mais ce qu'il faut se dire, c'est qu'en moyenne, sur toute l'année, la performance des pompes à chaleur était aux alentours de 2,8-2,9 en termes de coefficient de performance, je parle. Donc, ce qui est plutôt très bien pour ce type d'équipement-là. Et aussi, on voulait s'assurer que par rapport à ce que le fabricant avait donné sur sa table de performance, c'était cohérent avec la réalité. Et il s'avérait que c'était le cas. Donc, c'était plutôt bien. On a fait exactement aussi le même exercice sur la partie chaudière. Donc là, on avait un rendement global de 90%, chose qui est assez classique sur ce type d'équipement-là. Donc, on était plutôt pas mal. Ce qui est intéressant aussi de voir, c'est au niveau des factures énergétiques. Donc là, la majorité des factures énergétiques est couverte par les besoins des pompes à chaleur. Malheureusement, pour la maîtrise d'ouvrage, elle avait souscrit des offres de fourniture de gaz et d'électricité en pleine crise énergétique, ce qui a fait très mal pour ces factures énergétiques, avec un prix du gaz de 220 € du mégawattheure et plus de 700 € pour l'électricité. C'est une chose qui a été révisée récemment. Donc on peut redonner les prix aujourd'hui? Aujourd'hui, pour le gaz, on est plus aux alentours des 93 € du mégawattheure et l'électricité plutôt autour des 180 €, je dirais. Après, c'est des choses qui varient en fonction des fournisseurs et des négociations qui peuvent y avoir. Mais c'est à peu près ça. Donc là, aujourd'hui, la maîtrise d'ouvrage a pu revoir ses offres de fourniture et ils ont des tarifs plus avantageux qu'il y a eu à l'époque en tout cas.
Et pour finir, je voulais aussi montrer l'aspect de décarbonation, puisque c'est ce qu'il y a de le plus intéressant dans le mix énergétique qui est de plus en plus décarboné. Donc, grâce à cette solution-là combinée, on a su éviter 30 tonnes de CO2 sur une année. Donc, ces 30 tonnes-là, ça équivaut à quoi? C'est une réduction de 47% de CO2 par rapport à la chaufferie initiale qui était en gaz. Donc, rien qu'avec 17% de pompe à chaleur sur le système initial, on a pu décarboner quasiment de 50%, avec des coûts raisonnés. Sans gestes en plus architecturaux, on n'a pas Tout de à fait, solution thermique, tout ça, à c'est fait. juste on travaille sur le système Exactement. énergétique. Oui. Voilà. Donc voilà l'intérêt de vouloir hybrider aussi les bâtiments existants comme neufs. Il y a vraiment plusieurs intérêts à ça. Maintenant, il faut voir qu'est-ce que le client veut chercher derrière. Est-ce qu'il veut chercher à vouloir décarboner de manière assez conséquente? À ce moment-là, on va peut-être augmenter la part des pompes à chaleur. Est-ce qu'on va vouloir réduire la consommation en énergie finale? Est-ce qu'on va vouloir chercher l'équilibre technico-économique le plus intéressant? Toutes ces questions-là sont à poser avant de faire un dimensionnement, et ce qui va faire en sorte qu'on va avoir des packs de plus ou moins grosse puissance. En termes d'économie d'énergie globale, je n'ai pas vu le chiffre. Est-ce qu'il y était? Oui, il y était, je ne sais pas si je peux le remettre, c'était moins 35%. Ah, c'était moins 35%, d'accord. Oui. Moins 35% sur l'énergie, et donc moins 55 sur le carbone. Moins 50. Ouais. Moins 50 sur le carbone, parce qu'effectivement, on est passé dans un système qui est plus efficace d'un point de vue carbone. C'est ça, grâce aux pompes à chaleur. Grâce aux pompes à chaleur. Ok, bah merci pour ce témoignage. Et- Ça donne des chiffres concrets pour le. Et je voulais faire aussi un dernier aparté. Donc là, cette installation-là, elle était faite avec des pompes à chaleur aéroliques. Mais on peut très bien faire aussi le même exercice avec des pompes à chaleur géothermiques. En fonction des contraintes techniques et architecturales, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Donc là, on prenait des calories dans l'air, c'est ça, et on les réinjectait dans le bâtiment, Tout à fait. dans l'air aussi. Non, là, on était sur un circuit hydraulique. Circuit hydraulique, oui, C'est ça. on servait des radiateurs comme pour la chaudière. Exactement. Ok. Et on peut avoir d'autres solutions donc qui sont. Qui peuvent être couplés avec des systèmes en géothermie. Et il y a des impacts forts en termes de coûts sur les. Par rapport à la partie géothermique? Par rapport à la partie aérolique quand on passe en géothermie? Alors, ce qu'il faut prendre en compte, ça va être notamment l'ajout des sondes. En fonction des sites, il va falloir plus ou moins de sondes. Et c'est ça qui pourra avoir un impact sur le projet. J'imagine que ça dépend aussi de la contrainte du bâtiment, Tout à fait. comment il est implanté, est-ce qu'il y a du terrain ou pas? C'est ça. Donc, mais si on retient aussi, c'est qu'il y a besoin de faire une étude en amont Bien sûr. bien précise pour définir quels sont les objectifs et quelles sont les solutions qui peuvent être amenées. Alors, regardons maintenant, merci Alexandre pour ce retour d'expérience. Regardons maintenant le retour d'expérience avec Eugenio là, sur une chaufferie. Je crois que c'est un EHPAD sur lequel vous allez nous faire Ouais, tout à fait. sur la rénovation d'une chaufferie, hein. Et puis on va faire un petit focus décret tertiaire, parce que tout ça, on parle plus trop, Madeleine, du décret tertiaire, on parlait beaucoup l'année dernière, mais tout ça, ça s'inscrit aussi dans les logiques de décret tertiaire, hein. Et on parlera des critères tertiaires, effectivement. Moi, ce que je voulais vous partager, c'est un EHPAD. Donc, je vous emmène du côté de la région toulousaine sur une rénovation dans le cadre du décret tertiaire, justement, pour observer quels sont les impacts des différentes solutions. Donc, on était sur un bâtiment qui fait 80 lits. On est sur un EHPAD, donc on chauffe haut en température. On est à 22 degrés de température le jour et 19 le soir. Et il y avait aussi des panneaux solaires pour la production d'eau chaude sanitaire. Ce qui est intéressant sur ce bâtiment, c'est que le besoin chauffage, c'était 75% par rapport aux besoins ECS. Donc ça, c'est une donnée extrêmement importante quand vous prenez votre bâtiment. On a 100% gaz, on a fait étudier la solution 100% gaz. On a le RCU qui passe à côté. On a étudié aussi qu'est-ce que ça donne. Alors le RCU, oui. Réseau de chaleur urbain. Voilà, il Autant pour moi. faut les acronymes. Mes deux camarades de gauche ont acquiescé de la tête tout de suite sur RCU. Donc réseau de chaleur urbain. On a regardé qu'est-ce que donnent les résultats si on met que de la PAC, du 100% PAC. Si on hybride uniquement le post-chauffage, solution 2, et si on hybride le chauffage et le CS. Est-ce qu'on va avoir des résultats supplémentaires? Et ce qui est intéressant d'observer, et ça va rejoindre ce qu'a dit Alexandre, c'est que en termes de gaz à effet de serre, si vous êtes sur un schéma directeur de base à gaz à effet de serre, qu'est-ce qu'on voit? Je vous ai tracé une ligne horizontale.
la solution 100% PAC est de loin la solution qui décarbone le plus. On divise par 10 sur ce cas de figure, mais c'est des trends qu'on retrouve régulièrement. On divise par 10 le poids en gaz à effet de serre. Si on regarde l'hybridation, on divise par 2. Et la question à se poser, c'est quel est l'objectif qu'on doit atteindre? Parce que réglementairement, quand on est dans le logement, il y a du DPE. Quand on est dans l'ARE 2020, excusez-moi, je suis en tertiaire. Quand on est en tertiaire, il y a aussi des objectifs à carbone équivalent, pour l'instant, ou mieux. Et à droite, je vous ai fait la même chose, mais avec, si je compare ma base gaz avec la base du réseau chaleur urbain. Et la bonne nouvelle, le réseau chaleur urbain qui est vertueux, on va diviser par 4 le poids en gaz à effet de serre. Et on a aussi le même trend, c'est-à-dire que si on hybride, parce qu'on sait aussi chez Atlantique hybrider le réseau de chaleur urbain, pour le rendre encore plus vertueux, on va retrouver ce divisé par 2. Donc ça, c'est la première. Ah oui, donc on a un réseau de chaleur urbain qui est déjà hybride par nature, qui est avec un mix énergétique, et sur lequel, quand il arrive dans le bâtiment, on remixe encore une deuxième fois. Oui. Il y a des endroits où on a besoin, il y a des endroits où le réseau de chaleur urbain n'est pas assez vertueux. Donc, on va pouvoir aussi l'hybrider. Donc ça, c'est des nouvelles technologies qui sont déjà en place et étudiées. Et je vous ai fait, du coup, le même slide avec les mêmes histogrammes. Cher public, prenez des notes parce qu'il y a un contrôle à la fin. Il y a un contrôle, j'interroge à la fin, effectivement. Qu'est-ce que ça donne du point de vue décret tertiaire? Alors, je rappelle très rapidement le décret tertiaire, si je résume en une phrase, moins 40% en 2030 de consommation sur les bâtiments tertiaires, ou le seuil quand il y a un seuil réglementaire. Là, qu'est-ce qu'on voit? Sur la base 100% gaz, toujours, on va tirer cette ligne, la solution 100% thermo est la solution qui donne le plus de baisse de consommation sur l'ensemble du bâtiment. J'ai fait exprès de sortir l'ensemble du bâtiment. Donc, on a un moins 38. Si on doit faire moins 40, c'est pas mal. On a quand même quasiment réussi le résultat. Mais si on hybride, on a quand même fait déjà plus de 50% du chemin. Et si on hybride avec très peu de parts PAC, c'est ça qui est intéressant à regarder. La même chose du RCU. Alors, si on regarde le gaz par rapport au réseau chaleur urbain, on va gagner que 6%. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une solution qui est là pour faire baisser de la consommation. C'est une alimentation d'énergie. Mais si on va l'hybrider, là, on va retrouver encore ces 25% de gains du point de vue décret tertiaire. Pourquoi je vous parle de l'hybridation? Parce que, et je finirai par 3 points, c'est que l'hybridation, ça coûte 3 fois moins cher que faire du 100% thermo, que faire du 100% PAC. Ça coûte 2 fois moins cher que faire du réseau de chaleur urbain, du point de vue investissement matériel. Donc si du point de vue investissement matériel, vous faites 25% de biens par rapport aux objectifs et vous divisez par votre poids de carbone par 2, ça vaut le coup de s'intéresser à la solution d'hybridation. Deuxième point, moi je suis fabricant de pompes à chaleur. La pompe à chaleur, comme son nom l'indique, c'est un groupe qui prend de la chaleur, de la calorie à l'extérieur. C'est une machine qui se pose en extérieur. Et qui dit poser la machine en extérieur, dit j'ai besoin de surface, j'ai besoin de regarder l'impact au niveau acoustique du matériel, et j'ai besoin de puissance électrique. Pourquoi? Parce que je vais rajouter la puissance électrique sur mon bâtiment. Quand on fait de l'hybridation, on va diminuer cet ajout de puissance électrique. Et à l'heure du tarif bleu, du tarif jaune et du tarif vert, c'est intéressant de se poser les questions. J'ai mis aussi le mot hauteur sur l'implantation des machines pour vous rappeler, aux gens qui nous écoutent et qui sont dans la salle, que la hauteur de la machine fait partie du PLU, fait partie du bâtiment. Donc il faut faire attention si on ne dépasse pas le PLU réglementaire autorisé par la ville. Enfin, du point de vue technique... c'est-à-dire si on rajoute des choses sur le toit... Si tu rajoutes un étage, à un moment, est-ce que tu peux le rajouter ou pas? Et les machines font partie. Alors, il y a des grands lobbies, évidemment, qui sont en train de se mettre en place pour qu'on enlève les machines du plan d'urbanisme, mais pour l'instant, c'est comme ça. Moi, je fais que transmettre ce que dit la loi. Le stockage ECS, j'en parle. Le stockage de ce ballon d'eau chaude sanitaire, quand vous êtes en pompe à chaleur, on va stocker plus d'eau chaude. Donc, il faut faire attention en rénovation, si on a la place en chaufferie, et si on a la hauteur en chaufferie. Parce que les ballons d'eau chaude qui sont de grand volume, ils sont hauts. Et moi, Pourquoi est-ce qu'on stocke plus d'eau chaude sanitaire? Parce qu'on fait de l'accumulation par rapport à de l'instantané. C'est-à-dire que la chaudière, son grand charme, c'est comme une casserole sur la cuisinière. Je lui mets la puissance que j'ai besoin avec mon brûleur.
elle va me fabriquer l'eau chaude comme je veux. Si je veux 90 degrés, je fais 90 degrés. La pompe à chaleur, elle prend les calories. Donc, elle va pouvoir stocker en fonction du fluide frigorigène qui est à l'intérieur, plus ou moins d'eau chaude. Donc, j'ai besoin de ballons plus gros pour aller faire ce qu'on appelle le pic 10 minutes en termes de besoin. Excusez-moi, le pic journalier en termes de besoin avec la pompe à chaleur, alors que je travaille en pic 10 minutes, comme son nom l'indique, avec de la chaudière, parce que je peux compenser la baisse de température. Est-ce que j'ai répondu à la question? Très bien. Très bien. Très clair. Et puis après, le dernier point que je voulais attirer votre attention, c'est comment on finance tout ça. Est-ce que vous allez chercher des fiches C2E? Est-ce que vous allez chercher des coups de pouce C2E? Est-ce que vous êtes sur contrat en CPE? Pourquoi je mets ce point en avant? Parce que les fiches C2E, les coups de pouce C2E, sont des coups de pouce qui font pour qu'on aille plus loin. Et c'est bien à ça que ça sert. Et je viens de vous dire juste avant, sur le slide d'avant, est-ce que ça vaut le coup d'aller plus loin si on respecte déjà les aspects réglementaires là-dessus? Sachez qu'aujourd'hui, quand vous avez une solution 100% gaz et que vous passez par une solution 100% thermo, vous avez un coup de pouce C2E, vous multipliez par 4 votre prime. Vous avez aussi des coups de pouce C2E, et j'en conclurai là-dessus, sur de l'hybridation. On est d'accord, Alexandre? Il y a des coups de pouce là-dessus. Voilà ce que je voulais vous partager sur cette EHPAD. J'ai évidemment l'ensemble des résultats au niveau financier, au niveau investissement, et je serai ravi de répondre aux gens qui me solliciteront plus tard sur ces aspects-là pour ne pas vous embêter. Voilà, merci. Là, il y a toutes vos coordonnées, et puis il y aura la présentation avec tous les chiffres. Quand on a un projet comme ça d'hybridation, où on veut hybrider un bâtiment, par quoi on commence finalement? Parce que est-ce qu'on commence directement par hybrider, ou on regarde de manière un peu plus large, on va regarder le décret tertiaire? C'est-à-dire comment est-ce qu'on commence son projet? Je garde la main du coup, et je la passe tout de suite. Moi, je dis toujours, quelle est l'énergie existante? Quel est le parc existant? Si vous avez des chaudières qui ont moins de 7 ans, pourquoi on va les remplacer tout de suite? Donc, plutôt des questions de bon sens. Et en fonction de l'énergie, c'est la première question à se poser, c'est quelle est l'énergie? Après, quelle est la faisabilité du projet? Est-ce que je peux mettre mes machines à l'extérieur ou pas, etc., etc. Donc, on affine les solutions de ce point de vue, mais on commence toujours par l'énergie. Grégory, oui. Oui, je suis d'accord avec ça. Il faut regarder quelles sont les meilleures énergies disponibles par rapport à ce bâtiment. Donc là, dans le cas de figure, c'était intéressant. Il y avait le réseau de chaleur urbain qui passait à côté. Il y a des cas de figure où le réseau de chaleur urbain ne passe pas, ou alors il est peut-être prévu de passer a posteriori. Moi, pour compléter votre réponse, clairement, il faut faire étudier par les entreprises sachantes, par des bureaux d'études, quelle est la meilleure solution voilà, pour son bâtiment, pour le complexe de bâtiments, voire pour des échelles de quartier ou de ville. Il y a aussi également les collectivités mettent en place un certain nombre d'agences. Il y a les agences locales de l'énergie et du climat, les ALEC, qui sont là pour renseigner tout type d'habitants, de professionnels. Donc c'est souvent une première porte d'entrée. C'est la porte d'entrée via la mairie, via ces ALEC. Il faut aller à leur rencontre pour avoir le maximum d'informations, pour initier des fois des pré-études et peut-être aboutir à des études qui elles-mêmes pourront être subventionnées. Donc déjà passer par cette phase étude. Oui, je crois qu'il y a des financements là, de pré-études sur la région. Madeleine, vous avez des choses. Pardon? Pas sur les financements, ok. Frédéric, là, il y a des financements, non, il n'y a rien de. Ce que j'ai appris il n'y a pas longtemps, c'est effectivement la région Île-de-France fait des financements. Alors, je ne sais pas si c'est sur l'étude, mais toute étude qui a de l'énergie renouvelable, il y a des subventions qui sont en cours, mais je n'ai pas encore étudié le sujet. Il y avait C'est tout récent. Grégoire a pris le micro, donc je pense qu'il a quelque chose à dire. Ouais, Oui, il y a des. Enfin, nous, en tout cas, dans le cadre des réseaux de chaleur, effectivement, on a des études, des aides de l'ADEME pour tout ce qui est étude de faisabilité de réseaux de chaleur. Ça finance 70% de l'étude de faisabilité, ce qui est quand même assez intéressant quand on est une collectivité et qu'on a l'ambition de faire ce type de projet. Mais après, je rejoins ce que dit Grégory. L'ALEC, c'est vraiment, c'est vraiment la porte d'entrée du territoire sur lequel on est. Et c'est vers eux qu'il faut essayer de se tourner à partir du moment où on a ce genre de réflexion. Et eux sont capables d'identifier
quels sont les financements disponibles, pour quel type, est-ce que c'est pour un particulier, est-ce que c'est pour un professionnel, est-ce que c'est pour une collectivité, quels acteurs va pouvoir les accompagner. C'est vraiment des agences structurantes vraiment au cœur, hein, des territoires, qui vont faire le lien entre un peu entre guillemets de l'échelon supérieur et la personne qui va pouvoir bénéficier de ça. Grégory? Oui, pour compléter par rapport à ça, donc en fonction des collectivités, en fonction de où on se trouve, il y a des aides de l'ADEME, bien évidemment, il y a des aides de la région. En Île-de-France, il y a des aides régionales à ce niveau-là. Il y a également, je dirais, tout ce qui relève des C2E, hein, comme vous l'indiquiez à l'instant. Et puis, pas oublier non plus MaPrimeRénov', qui est le dispositif de l'État, hein, qui permet, alors je ne sais pas si c'est sur la partie études, mais en tout cas sur l'équipement, MaPrimeRénov', au travers de sa déclaration d'impôt, peut aider aussi par déduction ou par réduction d'impôt. Voilà. Alors, j'ai des questions là. Je vais prendre quelques questions. Il y avait une question pour Alexandre. Ça vaudrait aussi sur la partie EHPAD. C'est quel est le temps de retour sur investissement de l'installation de la PAC? Alors, sur ce projet-là, je ne l'ai pas calculé. Moi, j'avais pas connaissance, mais de d'autres études que j'ai pu voir, en moyenne, le temps de retour sur investissement sur ces systèmes-là, il est de l'ordre de 5 ans à peu près, 5-7 ans, à peu près ça. Je ne sais pas si Eugenio, tu as le même retour. 7 ans sur l'hybridation et 5 ans sur le 100% thermo, dans mon cas de figure. Voilà, donc on a des chiffres sur l'immigration. Est-ce que Denis, je me demandais où était Denis, vous avez des nouvelles à l'équipe de Denis? Je crois qu'il est pas avec nous. Il y avait une question pour Madeleine. Alors, ne faut-il pas tenter, je sais que c'est un sujet qui va te plaire, ne faut-il pas tenter de réduire la génération de déchets? Parce qu'on se dit, oui, on va produire de l'énergie à partir de déchets, mais on peut se poser la question aussi d'avoir moins de déchets. Oui, c'est ce que je disais au début, c'est le principe dans l'analyse du cycle de Mais bien, vie et on regarde la production de déchets aussi. est-ce que, C'est un des critères. est-ce qu'aujourd'hui on fait des On études? regarde aussi la production de déchets nucléaires aussi. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, sur la région, sur la REC, vous travaillez sur ces sujets-là? Je ne suis pas à la région, et donc moi je suis juste une architecte qui travaille à l'Institut Paris Région et qui aide les porteurs de projets, notamment avec la région, par contre, sur les universités et les projets d'université. Et donc les universités aujourd'hui, est-ce que sur la partie réseau de chaleur, mix énergétique, c'est des sujets sur lesquels elles travaillent? Alors, moi, je ne travaille pas avec ceux de l'énergie, mais avec ceux qui s'occupent de la maîtrise d'ouvrage des universités. Et donc, dans tous les projets et à chaque projet, les gens regardent s'il y a ou non des réseaux, est-ce que ça vaut la peine de s'y raccorder. Et puis, il y a des endroits où c'est obligatoire de se raccorder. Dans le PLU, il peut y avoir une obligation de raccordement. Ah, sur les universités? Non, dans le PLU, en général, il peut y avoir des secteurs où il y a une obligation de raccordement au réseau de chaleur. Oui. C'est un réseau classé dans ce cas-là. Ouais. Grégoire, là, peut-être pour Non, c'est ça, c'est effectivement maintenant la loi impose quand vous créez, alors quand vous faites un nouveau bâtiment ou alors quand vous faites une rénovation lourde, de regarder ce qu'il y a autour de vous. Là encore, c'est la gestion en bon père ou bonne mère de famille, de regarder autour de vous ce qu'il y a avant de rajouter une chaudière à gaz qui potentiellement pourrait être remplacée par un raccordement à un réseau de chaleur. Après, bah voilà, si le réseau de chaleur est saturé, vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, puisque de toute façon, il pourra pas vous fournir. Si le coût est trop important par rapport à l'avantage, vous pouvez vous en exonérer. Mais effectivement, ce classement des réseaux aujourd'hui, il est structurant pour l'ensemble des réseaux de chaleur, pour donner cette capacité au réseau de chaleur à se développer et à être de plus en plus mutualisé. Je voulais qu'on revienne sur le décret tertiaire. Ah oui, il y a des questions du public aussi, on va en profiter. Sur le décret tertiaire, est-ce qu'il y a un retour d'expérience, Enedis? Je sais que Frédéric, on faisait souvent un retour d'expérience décret tertiaire sur les remontées des données des collectivités. Est-ce qu'il y a des choses nouvelles? Bah, les choses nouvelles, elle va être un peu courte la réponse, mais pour l'instant on en est là. On avait mis en place, dans le cadre du décret tertiaire, il y avait la volonté de partir d'une année de référence, avec après, par rapport à cette année de référence, arriver en 2030, 40, 50, avec des baisses de consommation d'énergie très très fortes. Donc nous, on avait mis en place un service
gratuit où les personnes pouvaient demander leur historique depuis 2011 de consommation. Et on l'avait arrêté naïvement, je sais, fin 2022, puisque Pour le point de référence. pour le point de référence. Et en fait, a priori, il y a eu des possibilités nouvelles qui permettent aux assujettis de faire ce qu'ils n'ont pas fait avant fin 2022. On a réouvert ce service-là, donc à l'heure qu'il est aujourd'hui, on répond à ceux qui en font la demande sur l'historique des consos et on voit que ça continue. Donc la bonne nouvelle, c'est un peu court parce qu'on n'a pas de retour aujourd'hui sur le gain réel. Donc c'est ça le gros enjeu. Alors le premier jalon, c'est 2030. On n'a pas de retour sur le vrai respect de ces gains-là. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'en ce moment, il y a un exercice de révision du schéma régional climat, air, énergie par la région. C'est que dans les hypothèses au niveau de tout ce qui est tertiaire, et je ferai pareil à leur place, ils reprennent des objectifs de baisse de 60% en horizon 2050. Donc ça veut dire que vraiment, tout le monde s'attend à ce que ça produise. Ce que nous, on peut dire, c'est que par rapport à l'assiette globale sur le territoire français, beaucoup, peut-être 70-75% de ces assujettis nous ont demandé l'historique de leur conso. Ça veut dire que ça bouge. Oui, ça veut dire que les collectivités sont sur le sujet pour travailler. Public et privé. Ouais. Il y avait madame qui voulait, dans la salle, qui voulait poser une question. On va vous donner le micro. Peut-être présentez-vous et posez votre question. Oui, bonjour, Lisa Poisson, je viens de la ville de Paris. J'avais deux petites questions, une sur le biométhane et notamment l'avenir du biométhane. Comment vous l'abordez? Est-ce que vous vous inspirez du modèle allemand ou du contre-modèle allemand, puisque on a vu les productions de maïs exploser et avec un retour aussi un petit peu en arrière en Allemagne, et à la fois aussi la volonté de réduire les déchets. Donc, premièrement, la question du biométhane et l'avenir en Île-de-France et plus particulièrement sur la ville de Paris. Et deuxième question, c'était sur la résilience des réseaux sur les externalités négatives, type grande crue, tempête, enfin, voilà. Quelles sont les infrastructures aujourd'hui les plus résilientes en Île-de-France et le meilleur combo, en tout cas, sur le territoire en termes de mixte. Voilà, merci. Voilà, deux questions. Merci pour votre question et d'être venu. J'ai déjà répondu à la première. Concernant le biométhane, donc aujourd'hui, c'est une filière qui est en pleine expansion. Comme je l'ai montré tout à l'heure, on a presque 700 sites d'injection de biométhane sur tout le territoire français. Donc c'est une filière qui va continuer à évoluer dans le bon sens. On ne va pas du tout copier le modèle allemand. Pourquoi? Parce qu'on a une réglementation française qui va nous l'interdire déjà. Le modèle allemand veut qu'il y ait des cultures qui soient destinées à 100% pour la production d'injection de biométhane. En France, on n'a pas le droit de faire ça. On a le droit d'utiliser de l'ordre de 10-15% les déchets des cultures. En fait, c'est ce qu'on va appeler les intercultures que les agriculteurs ont des difficultés à revaloriser derrière. Et le fait de pouvoir les injecter sur des sites de biométhane peut être une façon pour eux de le revaloriser. Et au niveau de la résilience des réseaux, pour notre part, on est sur des réseaux enterrés, donc on est assez protégé, j'ai envie de dire, de tout ce qui est aléa climatique. Après, je laisse tout le monde de répondre sur ce sujet-là. Ouais, je vais dire un petit mot sur les réseaux, Bien sûr. sur les réseaux électriques. Sans dire qu'on est bon ou pas bon, hein, je vais juste vous dire quel est notre objectif, nous, Enedis, c'est qu'on part du principe que si une zone est inondée, c'est bien qu'il n'y ait pas les lecs. Enfin, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, hein, si on a les pieds dans l'eau, pas faire de mauvaises blagues, mais c'est bien. Par contre, notre vrai objectif, non, mais je suis complètement sérieux, c'est qu'on ne veut pas de clients coupés parmi les clients non inondés. Alors, on se dit, les clients qui sont inondés, il n'y a pas d'électricité, et ça restera comme ça. Par contre, si les clients ont les pieds au sec à côté, il faut qu'ils aient l'électricité. Et donc, on travaille depuis plusieurs années sur un certain nombre de choses. Là, comment vous le dire de manière pas trop technique, c'est qu'à un moment donné, quand vous avez un poste de distribution qui alimente un petit quartier, une rue, si la rue est inondée, encore une fois, la partie basse tension du poste, elle va être hors tension, et donc il n'y aura pas d'électricité. Par contre, la haute tension dans ce poste-là, on doit mettre du matériel étanche pour que la haute tension puisse continuer d'aller au poste voisin qui, là, pour le coup, n'est pas inondé, et que les personnes aient l'électricité. Donc voilà, il y a beaucoup de capteurs et il y a beaucoup de matériel, de remplacement de matériel pour qu'il soit étanche, pour faire en sorte que les personnes non inondées ne soient pas coupées.
Sur les réseaux de chaleur, est-ce que vous faites des études aussi sur la résilience du réseau que vous allez installer? Bien sûr. Alors, moi, la résilience, je la vois déjà à deux niveaux. Le premier niveau, c'est le réseau de chaleur en lui-même, de par son aspect vertueux. Le fait d'utiliser une énergie renouvelable locale, de déconnecter le plus possible des énergies fossiles, c'est parer aux contraintes géopolitiques qui peuvent entraîner des augmentations de prix, même parfois incontrôlées. C'est également faire appel à une ressource renouvelable et qui est disponible constamment. Donc ça, c'est vraiment la première source de résilience. La seconde, c'est sur les équipements. Alors, on ne construit pas d'équipements en zone inondable, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur des installations classées, hein. La plupart des unités de production d'énergie, soit de la géothermique, soit de la biomasse, on est sur des régimes ICPE, installations classées pour la protection de l'environnement. Donc, de par les études d'impact qui sont faites, de par les études environnementales, on ne peut installer des équipements que dans des zones où le risque technologique ou risque majeur ne ferait pas en sorte de couper cette alimentation. Alors, bien évidemment, il faut quand même pouvoir alimenter, notamment en chaleur, lorsqu'on parle de réseau de chaleur urbain, de l'ensemble des habitations. Lorsqu'il y a nécessité d'utiliser des systèmes de calfeutrage ou de protection, c'est des systèmes qui sont renforcés, que ce soit pour le réseau en lui-même qui est également enterré, ou sur les unités de production. Donc, on met en place des bétons armés, enfin un ensemble de dispositifs pour permettre de renforcer ces équipements et qu'ils puissent parer à tout risque qui pourrait être porté. Voilà. Et c'est le cas à Paris, hein, d'ailleurs, puisque donc à Paris, on a le plus gros réseau de chaud d'Europe, on a le plus gros réseau de froid d'Europe également. On se retrouve pour, par exemple, le réseau de froid avec l'utilisation de l'eau de Seine. Donc, on est en bordure aussi inondable. Donc, tous ces systèmes sont prévus pour faire en sorte que, en cas d'inondation, en cas de crue, le système de chaleur, alors soit se mettre en sécurité si vraiment on n'a pas le choix, mais en tout cas soit calfeutré pour pouvoir fonctionner en période de crue ou d'inondation importante. Et donc, vous prenez ça, je ne savais pas sur la scène. Vous prenez de l'eau froide pour refroidir, pour prendre des calories, vous rejetez de l'eau un peu plus chaude. Exactement, dans les limites aussi de ce qui est autorisé, Ouais. hein, puisqu'il ne faut pas que l'eau soit trop chaude. Donc, effectivement, un système froid, c'est l'inverse d'un système chaud. C'est-à-dire qu'un système froid, dans un système chaud, on fournit de la chaleur, par exemple à une pièce comme celle-ci. Un système froid, on vient prendre les calories. Donc, ces calories, on les porte ensuite sur le réseau pour rejeter à un endroit, effectivement. Voilà. Et donc, sur la Seine, on l'utilise effectivement pour relâcher une eau un peu plus chaude et la capter l'eau, je dirais, tempérée de la Seine pour l'utiliser dans le système de refroidissement sur la ville de Paris. Et la plupart des grands équipements parisiens, le Louvre, un très grand nombre d'hôpitaux, sont alimentés en froid par le réseau de froid urbain, donc qui s'appelle Fraîcheur de Paris. Merci pour cette. C'est pas, j'allais faire une mauvaise boutade, mais c'est pas pour répondre aux besoins, à l'envie du président de pouvoir se baigner dans la Seine avec une eau un peu plus chaude. Et donc, ça n'a pas. Alors non, ça n'a pas été l'équipement n'est travaillé. pas prévu pour ça. Non, ça n'a pas été. Alors, mais je rebondis sur ce que... C'est une grande piscine que vous nous faites. Alors. Oui, tout à fait. Je rebondis sur ce que vous dites parce que justement, là, le président Macron a souhaité équiper l'Élysée de systèmes vertueux. Et donc, il y a une géothermie de surface qui est en train de se mettre en place pour l'Élysée actuellement. Voilà, et qui en même temps est couplé au réseau de chaleur urbain avec des packs hybrides. Donc vraiment, l'Élysée sera l'un des équipements les plus vertueux dans les quelques mois qui arrivent. Là, les travaux sont en cours. Très bien. Qu'est-ce qu'il voulait Alors, question. J'avais une autre question. Et puis, je crois que notre ami, Denis, il a dû faire demi-tour. Alors, question ah oui, alors on n'a pas beaucoup parlé d'une question de Jacques. Sur les panneaux solaires. C'est vrai qu'on a fait une conférence hier sur les panneaux solaires, on en a beaucoup parlé. Et je suis un peu étonné qu'aujourd'hui, dans le mix énergétique, on n'en parle pas trop. Bon, vous en avez parlé. Ah, c'était Denis qui devait en parler. Est-ce que quelqu'un peut du coup... Oui, c'est vrai. Est-ce que quelqu'un peut en parler alors, peut-être à la place de Denis Alors, je ne parlerai pas à la place de Denis. Je parle juste de ce que nous on fait, de ce qu'on voit. Tout à l'heure, effectivement, on parlait du décret tertiaire. Aujourd'hui, on a encore une fois 106 centrales qu'on exploite en Île-de-France. Depuis la crise énergétique, on a une vraie alors qui s'est couplé à un changement réglementaire
On a une bascule de ce que souhaitent les collectivités, c'est-à-dire qu'avant, l'ensemble des centrales aujourd'hui qu'on gère sont des centrales avec la production qui est revendue en intégralité sur le réseau. Là, aujourd'hui, on a 15 projets d'ici fin 2025 sur du solaire photovoltaïque sur le toit des bâtiments publics. Et ce qu'on remarque, c'est que sur les 15 projets, on en a 14 qui sont en autoconsommation, soit autoconsommation individuelle, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on pose une centrale sur un bâtiment public, l'ensemble du bâtiment public va pouvoir utiliser l'ensemble de l'électricité produite, soit en autoconsommation collective, et ça c'est beaucoup plus récent. Je ne sais plus de quand date le décret qui permet de porter à 2 km autour du point de production. Je ne sais plus si c'est 2021 ou 2022. Donc de l'autoconsommation de 2021, merci. De l'autoconsommation collective qui permet, à partir du moment où on a un bâtiment, et pour les collectivités c'est très intéressant, avec une centrale photovoltaïque, de pouvoir alimenter ce bâtiment et dans un rayon de 2 km autour de ce bâtiment, l'ensemble des bâtiments publics qui sont qui ont besoin d'électricité. Et donc, qu'est-ce que permet ce décret? Ça permet, ce qui était compliqué jusqu'à présent, c'est d'avoir l'ensemble de la consommation de la centrale photovoltaïque qui était utilisée par le seul bâtiment, sauf que les bâtiments publics, on sait bien, les plus grands et les plus nombreux, ce sont quand même les écoles. Les écoles sont souvent fermées entre juillet et août, là où on atteint un peu le paroxysme de la production solaire. Et du coup, ça limitait en taille les centrales et donc leur intérêt économique. Aujourd'hui, avec ce décret, ça permet d'avoir des centrales qui sont beaucoup plus grandes, donc avec des coûts d'investissement qui s'amortissent plus facilement. Et derrière, l'alimentation des autres équipements publics qui peuvent, eux, avoir moins de surface de toiture. Et là, on a des retours sur investissement. On a, nous, le premier projet qu'on a accompagné, je vais donner les chiffres, comme ça donnera une perspective intéressante. C'était à Bobigny, donc c'est sur une école. J'ai plus en tête la taille de la centrale, mais l'investissement total, c'est 120 000 euros. Il y avait 40 000 euros d'aide par la région. Dessus, en 2023 et 2024, on n'a pas des prix d'énergie à 700 euros, on a eu de la chance, mais ça reste des prix d'électricité qui sont très hauts. Ça permet d'effacer 20 000 euros de consommation par an. Donc ça veut dire qu'à des niveaux qui sont complètement ubuesques, ces 2 années, il va falloir les oublier en termes de prix de l'électricité. Mais cette centrale, déjà, en 2 ans, elle a été, entre guillemets, remboursée à 50%. Et derrière, en plus, donc si on a des prix d'électricité qui continuent à baisser, le retour sur investissement, c'est un tout petit peu plus long, mais ça reste dans des échéances qui sont très, entre guillemets, abordables pour les collectivités qui réfléchissent sur le temps long. Dernier avantage de l'autoconsommation, c'est quand même que ça participe aussi à baisser les consommations entre guillemets, des bâtiments, puisque tout ce qui est produit sur la centrale vient en déduction de la consommation du bâtiment. Voilà, merci pour ces précisions. Des questions dans le public, là, je vois, vous êtes nombreux. Voilà, madame, on va vous passer un micro. Morgane arrive. Après, je vais prendre une dernière question en ligne. Merci. Ouais, peut-être vous présenter, poser votre question. Donc, Nina Montes de Oka, de l'ALEC MVE. J'avais Justement, une question. on parlait des ALEC, donc on est content que vous soyez là. Merci. J'avais une question sur éventuellement si le CIPEREC portait des projets d'autoconsommation collective de collectivités ouverts à des tiers, notamment des bailleurs sociaux ou d'autres acteurs. Et dans ces cas-là, s'il y avait des avantages, puisque vous avez parlé du fait que sur les écoles, on a des panneaux photovoltaïques, mais on consomme moins en été. Donc, je voulais savoir s'il y avait des avantages pour la ville de s'ouvrir à d'autres acteurs dans ce type d'opération. Alors, il y a la réponse du CIPEREC, après il y a la réponse un peu globale. Pour le CIPEREC, on ne fait pas ce type d'accompagnement parce que ça nous obligerait à créer une communauté d'énergie, je crois que c'est le terme. Ouais. Et c'est pas une sinécure. Quand je parle du projet de Bobigny, on a l'impression que c'est simple.
Ça a été 2 ans de travaux, mais pas de travaux pour poser les panneaux. Les panneaux, ça se pose en un mois. Ça se raccorde en un mois, mais ça a été 2 ans pour trouver un responsable d'équipe. C'est très technique, mais c'est un responsable d'équilibre qui accepte qu'on vienne découper dans sa courbe de charge au moment où le panneau produise. Un fournisseur qui soit capable de facturer en moins l'électricité qui était produite par une unité de production qui était ailleurs. Enfin, c'est un casse-tête. Donc la communauté d'énergie, là, on vient faire rentrer en plus dans cette équation des entités juridiques différentes. On ne s'est pas posé dessus. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on a, je dis 15 projets pour l'année. Je pense que inéluctablement, ça arrivera. On a des grandes collectivités, je pense aux départements, aux régions. Cette autoconsommation collective dans un rayon de 2 km, c'est rare d'avoir autant de lycées dans un rayon de 2 km quand on est région. Donc à un moment donné, si on veut faire de l'autoconsommation collective et qu'il faut un débouché à cette électricité, il va falloir réfléchir sur la facilité administrative à mettre en œuvre ces communautés d'énergie, où effectivement, ça pourrait être très bien entités juridiques différentes, mais par exemple, les collectivités. On installe une centrale photovoltaïque sur un lycée. Les lycées, voilà, c'est quand même des ensembles, ils sont assez conséquents. Ils pourraient très bien alimenter des sites de villes, de PCI, mais comment le faire, comment le transcrire, cette entre guillemets facilité dans une parole, administrativement ou réglementairement, je pense que ça demandera du temps, mais on y viendra. Puisqu'à un moment donné, quand tout le monde aura fait assez d'autoconsommation collective, en fait, on va avoir des volumes d'énergie tels qui vont être cédés sur le réseau à des prix dérisoires qu'il faudra se poser la question de savoir comment on continue à développer. Merci pour cette réponse. Une question pour Eugenio, une question de Jacques. A-t-on des détails sur les intérêts, sur les durées de vie des équipements? Là, je parle des pompes à chaleur. Parce que finalement, on met un nouvel équipement sur, c'est hybride, avec d'autres équipements qui vont coexister. Oui. Donc, il se pose des questions de durée de vie et puis de maintenance également. C'est des bonnes questions, parce que prescrire, c'est bien, mais les maintenir, c'est mieux. Nous, chez Atlantique, on est fabricant de chaudières depuis plus de 100 ans, on est fabricant de systèmes électriques depuis plus de 50 ans, et on fait un poste qui s'appelle l'eau chaude sanitaire. L'eau chaude sanitaire, si ça tombe en panne, je peux vous assurer qu'au bout d'1 minute, tout le monde a compris qu'il manque de l'eau chaude. Au bout de 5 minutes, ça devient très compliqué. Au bout d'1 heure, c'est une catastrophe dans la copropriété ou pour n'importe qui. Donc, on a toujours fait attention dans nos systèmes de faire attention à ce qu'on appelle le secours. Le secours, c'est quoi? C'est ce qui va permettre en mode dégradé de faire fonctionner des solutions. L'hybridation est, pour moi je vous partage mon expérience, j'en suis convaincu, la meilleure solution de secours. Pourquoi? Parce que les chaudières, elles sont là, elles vont pouvoir couvrir un bon besoin du bâtiment. Quand on dimensionne en 100% PAC, il y a des subtilités au niveau du dimensionnement qui font que le secours se fait on réarme manuellement des résistances. La chaudière, elle, on ne la réarme pas. La chaudière, elle est toujours branchée. Donc ça peut être un premier élément de réponse. Sur la durée de vie, on va dimensionner les hybridations, les schémas hydrauliques, de manière à ce que la chaudière condense le maximum du temps, ça va, ça fait 100 ans qu'on sait le faire, et que la pompe à chaleur, elle cycle le minimum du temps. C'est pour ça que sur le groupe Atlantique, pour ceux qui nous accompagnent, il nous faut confiance, on a mis 1 an et demi en R&D à sortir les schémas hydrauliques, parce que c'est 2 machines qui ne fonctionnent pas de la même manière. Et pourtant, c'est le même circuit à l'intérieur. On a toujours le même réseau de retour chauffage ou de retour ECS. Et aujourd'hui, on a des bonnes nouvelles. On a des schémas, on peut faire de l'hybridation totale, de l'hybridation partielle, de l'hybridation par réseau, qui font qu'on retrouve ces durées de vie, et j'en arrive à la réponse, de 10 à 15 ans, mais plutôt 15 ans, au niveau des pompes à chaleur. Au niveau de l'exploitation, c'est un groupe monobloc. Il n'y a pas grand-chose à faire dessus, à part surveiller l'orgel, à part surveiller les électres d'entrée. Je parle de la pompe à chaleur. Sur la chaudière, ça fait plus de 35 ans qu'on maîtrise les choses au niveau des contrats P1, P2, P3. Il n'y a pas de surprise. Mais au niveau de la pompe à chaleur, il y a plus de temps à regarder, mais c'est des contrôles plutôt visuels, 2 fois par an,
que des opérations de maintenance, de réglage, comme on pourrait avoir sur un brûleur jadis. Et je conclurai sur le fait que le métier de l'exploitation est en place. Elle a déjà muté. Ils n'ont pas attendu, parce que le parc, il est à eux. Il faut savoir que plus de 70%, c'est quand même du gaz sur les installations. Ces gens qui font l'exploitation se forment. Nous, on a un 4e centre de formation à Aulnay-sous-Bois qui a été ouvert il y a maintenant 2 ans. On forme plus de 600 personnes par an à la pompe à chaleur, à la chaudière et à l'hybridation, parce qu'on croit vraiment au mix énergétique des deux énergies. Voilà, merci pour votre réponse. Je crois qu'on a fait à peu près le tour des questions. On a un petit cocktail qui nous attend. On peut applaudir les conférenciers pour cette conférence.